Bonjour Michel Rouget. Bonjour. Vous êtes un ancien journaliste de Ouest France et vous venez de sortir, quand on y repense, une série de chroniques que vous avez publiées sur un site Histoire Ordinaire. Tout d'abord, quelle est l'origine et le contenu de ce site ? Alors, le site a été créé il y a juste 3 ans par une équipe de bénévoles, des journalistes et des non-journalistes, sur l'idée qu'il fallait que nous avions envie de valoriser les acteurs de la société civile. Des gens anonymes qu'il ne faut pas parler d'eux, mais qui font des grandes choses. Et c'était vraiment avec l'envie de communiquer une certaine énergie de ces gens-là, dans un moment où on se sent tous un peu impuissants devant tous les problèmes qui se posent à nous. Et donc, depuis maintenant 3 ans, on a sorti 170 ou 180 histoires comme ça. Mm-hmm. Voilà. Y a-t-il un modèle économique pour ce genre de site ? Non. Nous avons 3 sources de revenus. Nous avons de faibles revenus, très très faibles. Nous agissons sur plusieurs petits leviers. Les adhésions. L'adhésion de base est de 20 €, mais beaucoup de gens vont bien au-delà. Donc c'est du don à ce moment-là. Deuxième source de revenus, le don. La troisième source de revenus, ça a été le premier livre, les éditions. Nous souhaitons vraiment développer les éditions. Donc le livre qui sort aujourd'hui est dans ce cadre-là. Nous avons 3 ou 4 projets pour l'an prochain. Une autre source de revenus, c'est pour des projets bien précis, comme Rennes l'année dernière, ou pour les handicapés l'année prochaine. C'est les subventions. Une aide de la ville ou d'organismes qui peuvent aider à la production d'un ouvrage. Voilà. Pensez-vous qu'il y a un avenir pour ce genre de site ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui peut savoir d'ailleurs, à part le modèle Mediapart basé sur l'abonnement et sur une information très pointue, très active, où le scoop est omniprésent. Je ne vois pas vraiment de solution, sinon la seule piste possible, et c'est ce qu'on trouve de toute façon en général, c'est l'alliance du papier et du web. Le papier étant le seul objet commercialement utilisable, quoi. Parce que la publicité sur le net, même dans les grands journaux, même dans les grands sites, c'est quand même relativement minime. Et donc nous sommes plutôt sur un modèle de site engagé, qui s'appuie beaucoup sur le bénévolat. Nous espérons, notre grande envie, c'est de pouvoir toutefois créer des emplois de journalistes. Tous les revenus, les revenus qui viennent vers le site sont utilisés pour employer des pigistes. Et des pigistes rémunérés à un tarif équitable. Nous nous basons sur les propositions syndicales, parce qu'il y a une exploitation des jeunes journalistes qui est assez incroyable. Et nous préférons rémunérer moins de journalistes, mais les rémunérer décemment. Donc c'est 1 ou 2 fois par mois plus que nous pouvons financer une pige de journalistes. Les chroniques que vous publiez sont hebdomadaires. Vous pensez que l'actualité va un peu trop vite et qu'il est bon de s'arrêter pour mettre les événements en lien, pour y trouver un sens, comme vous dites dans ce livre, et même qu'il faut regarder l'avenir rétroviseur à la main. La politique, l'actualité politique, c'est un théâtre permanent. Donc les thèmes sont toujours récurrents, les comportements politiciens. Et j'étais très surpris, en reprenant les billets, de voir que finalement ils étaient toujours d'actualité, même ceux d'il y a 2 ans. Parce que les mêmes problèmes se reposent d'une façon différente, mais les problèmes se reposent. Et puis comme ces billets, ce ne sont pas des analyses fouillées, ce sont des pistes de réflexion, parfois distanciées. Ça pose des questions de fond, ça sort de la conjecture, des hypothèses qui sont nécessaires dans les éditoriaux approfondis. Comme je ne m'embarque pas trop dans ces analyses-là, les billets restent d'actualité finalement. C'est un avantage pour vous maintenant d'avoir la totale liberté de traiter les sujets de vos choix, ce qui ne devait pas être le cas quand vous travailliez à Ouest France avec les sujets imposés.
Je crois que là-dessus, je m'inscris un peu en faux contre cette idée qui est développée dans beaucoup d'endroits sur le fait que les journalistes seraient soumis à une rédaction ou à une direction en chef, une rédaction en chef ou une direction très autoritaire, etc., qui imposerait ces sujets. Je pense que c'est un peu trop facile pour les journalistes. Je pense que les journalistes peuvent proposer des sujets. Évidemment, selon la ligne du journal, ce sera plus ou moins facile de les traiter. Moi, je remarque à Ouest France, en tous les cas, que globalement, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais. Ça n'a pas été toujours simple. J'ai eu des conflits. Mais au bout du compte, ça s'est bien passé. Et je pense que les journalistes n'utilisent pas assez leur liberté. Aussi bien à Ouest France que dans la plupart des médias. Je pense qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin. Je crois que c'est un peu une solution facile que de tout reporter sur une direction omnipotente. Vous dites par exemple dans ce livre que l'iPhone est l'essence du capitalisme, dans ce qu'il y a de plus pur, invention, marketing, jusqu'au début de la chaîne d'exploitation maximale de l'ouvrier. Vous êtes contre les nouvelles technologies ? Ah non, je suis absolument pour. Mais je n'ai pas attaqué, je ne m'en suis pas pris à l'iPhone le premier. Je me suis pris à l'iPhone 5, à l'iPhone 6 ou à l'iPhone de nouvelle génération. C'est cette course permanente actuellement dans la publicité pour les fêtes de fin d'année. Comparons avec les publicités d'il y a un an, on verra qu'on nous pousse toujours en permanence à un nouveau produit. Il n'y a pas des sauts technologiques tous les ans. Donc c'est bien une course effrénée à l'inutile, aux gadgets. Et en plus, il y avait un excellent article l'autre jour dans le Courrier international sur le rejet relatif qui commence à s'opérer aux États-Unis face aux gens de la Silicon Valley, qui prétendent en effet refaire le monde avec des gadgets. C'était ça un peu le thème de l'article. Et je trouvais ça très intelligent. Il y a une espèce de mode aujourd'hui, enfin je ne sais pas trop comment dire, ou presque une idéologie de techniciste, comme quoi on va changer le monde avec les nouveaux outils de communication. C'est absurde. Je pense que ce sont des outils de communication simplement. Et que les révolutions, par exemple, le printemps arabe ne s'est pas fait grâce aux iPhones ou... Vous parlez de banalité du mal, qui, je le rappelle, est un concept philosophique proposé par Hannah Arendt pour qualifier l'idéologie nazie. Mais vous appliquez ce concept aux gens qui se sont rués au solde de Virgin, sans penser aux victimes des conditions déplorables de production au Bangladesh. N'est-ce pas exagéré ? Si je ne compare pas l'incomparable au niveau de... bien entendu, je ne compare pas, je n'assimile pas les clients de Virgin ou le patron des usines textiles du Bangladesh à des nazis. Bien sûr. Mais la banalité du mal décrite par Hannah Arendt concernant les nazis peut se transposer, sans qu'il s'agisse de nazis, à la vie en général. À partir du moment où on oublie l'autre, on oublie totalement, on nie l'existence de l'ouvrier du textile, ou on nie l'existence de l'employé qui est en face de vous au magasin Virgin, ou dans tout autre magasin, c'est là que la banalité du mal commence à s'instiller chez vous. Et donc, je maintiens que cette formule peut s'adapter à la vie d'aujourd'hui, où on ignore, on feint d'ignorer, on se met des œillères sur tous les gens vis-à-vis de tous les gens qui payent un peu les pots cassés. Les gens ne prennent pas vraiment conscience de ce qu'il y a derrière ou non, ils ne prennent pas conscience ils ne prennent pas conscience de ce qu'il y a derrière, de ce que nos comportements entraînent derrière. Alors, le mieux qu'on fasse aujourd'hui, c'est l'humanitaire. C'est de se porter au secours des pauvres en difficulté, ce qui est une forme moderne de la charité, chrétienne de jadis. Et un autre exemple, c'est le réchauffement climatique.
aujourd'hui, les sociétés qui polluent le plus, qui entraînent le plus de dégâts, ne s'inquiètent pas trop, puisque de toute façon les dégâts, ils se passent ailleurs. Enfin, ils s'inquiètent quand même, mais ils n'ont pas pris une conscience suffisante des choses. Donc, voilà. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'on vit dans un monde globalisé, dans un monde village, et que chaque acte que nous posons ici a des répercussions à l'autre bout du village. Enfin, donc, voilà. Sans aller au Bangladesh, rien qu'en restant chez nous, nous assistons au constat déplorable de la précarité. Les gens délaissés, voire maltraités, notamment des jeunes, qui subissent en plus le chômage et qui sont maintenant de moins en moins bien payés, souvent à compétences égales. Oui. Je crois qu'il y a quelques billets sur la question. Oui. Je les appelle les Chinois d'ici. Cette exploitation éhontée des jeunes, moi je trouve ça révoltant. Et les jeunes sont obligés d'accepter. C'est le cas notamment. Enfin, les stages non rémunérés, c'est un scandale permanent. Et puis les contrats. Là, je faisais aussi allusion un petit peu au monde de la presse qui surexploite les jeunes. Parce que ces jeunes-là espèrent un jour, peut-être, avec beaucoup de temps, de patience, intégrer le journal ou intégrer la radio, je ne sais pas. Et toutes les règles du travail sont bafouées. Une personne peut être payée, peut travailler 5-6 heures pour une dizaine d'euros. Enfin, c'est pas possible. Vous dites que c'est difficile pour les vieux mâles de lâcher les grands pouvoirs politiques et économiques. Qu'en est-il de l'égalité des femmes ? Le thème de l'égalité des femmes est très présent sur le site. D'ailleurs, c'est comme ça que Renez est apparu, l'ouvrage Renez. Nous avons une présence féminine forte dans la rédaction, et ça aide. L'égalité, je pense qu'elle a progressé, mais ce fameux plafond de verre dont on parle toujours, c'est donc des murs symboliques que les femmes n'arrivent pas à franchir. Ils sont immenses, ils sont nombreux. Cela dit, il y a des progrès dans nos sociétés, je pense. Mais bon. Il y a encore du progrès à faire. Il y a encore du progrès à faire. Vous êtes plutôt d'accord avec ce que dit l'ancien président tchèque Václav Havel, je cite « Le meilleur gouvernement, le meilleur parlement et le meilleur président ne peuvent pas faire grand-chose. La liberté et la démocratie, cela signifie la participation et la responsabilité de tous. Vous ne faites guère d'illusions sur le véritable pouvoir du politique et vous pensez que c'est aussi à nous de prendre notre destin en main, en fait. Tout à fait. Dans nos sociétés modernes, c'est tout à fait... Le citoyen, plus que jamais, est appelé à prendre ses affaires en main. On peut espérer avoir un visionnaire un jour, comme Mandela, qui se surpasse, enfin, qui arrive à dépasser toutes ses propres souffrances, ses propres analyses, etc. Mais les visionnaires, on ne les trouve pas souvent. En France, notamment, on recherche de façon un peu stupide et abusive l'homme providentiel ou la femme providentielle. Tous les 5 ans, quand on élit un président, on élit comme si on allait élire Dieu. C'est absolument absurde. C'est absurde. Une fois au pouvoir, il est tellement pris entre les forces, les lobbies, les propres pesanteurs, à la fois dans la société, dans l'économie, dans un monde globalisé, que sa marge de manœuvre est très étroite, surtout en Europe, où il y a 27 pays qui se paralysent les uns les autres. Et donc, il faut que les citoyens bougent. Et comment faire, à votre avis ? Alors, il faut recréer du collectif. Chaque génération apporte sa pierre à l'histoire. Ma génération, qui aura été hyper privilégiée, qui n'a connu ni le chômage, ni la guerre, ni quoi que ce soit, a justement demandé et obtenu plus d'autonomie, plus de liberté de l'individu, plus dans une société qui à l'époque était complètement coincée. Maintenant, il faut sans doute revenir à recréer du collectif entre les gens. Alors, est-ce que c'est sous des formes nouvelles ? Pas forcément le parti politique ou le syndicat, encore que si, ils sont indispensables. Mais
En tous les cas, il faut que les gens revivent mieux ensemble, parce que ça devient compliqué. Le billet court ne risque pas parfois d'être trop schématique, voire caricatural. Par exemple, pour la comparaison entre le naufrage du Costa Europa et l'avenir assez noir de l'Europe que vous faites dans ce livre. Ça peut paraître parfois un peu caricatural. C'est même volontairement caricatural, parfois. L'histoire du Costa Europa, je trouvais ça, pourquoi pas idiot, dans la mesure où ce type, Schettino donc, a abandonné le navire. Il l'a envoyé à la côte et il l'a abandonné. Moi, je pense personnellement que les dirigeants européens, et notamment le premier, celui de la Commission de Bruxelles, Barroso, emmènent l'Europe dans le mur. Si le sentiment anti-européen se développe, c'est à cause de ça, à cause de ce libéralisme qui oublie les peuples. Et ils envoient l'Europe dans le mur, mais eux, ils n'auront pas de soucis. Ils n'auront pas de soucis, ils vont trouver à se reclaser ailleurs. Je pense qu'il y a un gros problème d'abandon des peuples. C'est un peu comme les passagers du Costa Concordia qui ont été abandonnés. Est-ce qu'il y a un paradoxe? Car vous dites que d'un côté, le salarié est malin, mais d'un autre côté, vous dénoncez le décervelage, c'est-à-dire gouverné par la télévision, par la stupidité. Je cite, « L'info désormais c'est Nabila, le dernier avatar de la fille idiote dont on gave un public qui semble vivre un pilotage automatique. » Bon, c'est vrai que je dis les choses de façon un peu tranchée, disons, comme ça, un peu hard. Mais de toute façon, la société vit de ses contradictions. Je peux d'un côté dire qu'il y a du décervelage et de dire que le salarié est malin. Je pense que, heureusement, que tout n'est pas d'un seul... on peut critiquer le décervelage et en même temps souligner quand même que les gens ne sont pas idiots. Non? Ils se laissent quand même bercer par... Voilà, disons que les médias, notamment les grands médias, la télévision pour faire simple, a tendance à abattir les gens, à part une ou deux chaînes et quelques émissions ici ou là. Et il y a différents phénomènes qui tendent à... Enfin oui, des médias qui abêtissent les gens et en même temps... les gens savent aussi décoder. Enfin, bon, il y a tout un jeu mais je pense que ce n'était pas forcément mieux avant. On peut très bien critiquer la société d'aujourd'hui avec le décervelage dont on parle, mais le décervelage jadis était aussi conséquent. Différent, mais conséquent. Différent, mais le populisme et puis les journaux. Alors la presse écrite, dans les années, il y a 50 ou 60 ans, c'était effrayant quand même. Bon. Vous dressez quand même, en général, le portrait d'une société qui va mal, chômage, suicide, racisme, pas d'espoir au niveau écologique, augmentation des hospitalisations psychiatriques, injustice avec les enfants qui sont les premières victimes des crises. En fait, votre livre pourrait s'intituler « J'accuse ». Ben, je sais pas, peut-être. Je pense que peut-être que c'est un contrepoint à nos reportages. C'est vrai qu'on vit une transformation, c'est même plus une crise, parce qu'on est tellement dedans depuis 40 ans que c'est une transformation profonde de la société on n'a pas encore trouvé forcément le moyen de repartir dans le bon sens. Heureusement qu'il y a des gens qui se bagarrent, qui luttent, la société civile. Donc ça, c'est l'objet de nos reportages. Donc ça se complète un peu. Il y a à la fois tous ces acteurs de la société civile qui bougent, qui essayent d'inventer de nouvelles solutions, et l'autre, des constats qui montrent quand même que le monde ne va pas bien, oui. On a donc créé ce site pour redonner du courage aux gens, enfin, entre autres, pour que les gens se retrouvent de l'énergie, enfin, dans leur ville, leur quartier. Mais c'est pas du tout on n'est pas du tout sur le créneau des bonnes actions. Vous voyez, il y a des médias qui parlent des bonnes solutions, de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On n'est pas du tout sur ce créneau-là.
Au bout du compte, qu'est-ce qui va bien pour vous? Qu'est-ce qui peut être sauvé dans cette situation? Avez-vous un brin d'optimisme? Oui, je pense que moi ce qui me réjouit, c'est que les sociétés sont vivantes. L'exemple que je prends toujours c'est le printemps arabe. Juste avant, l'année 2010-2011, nous pensions tous que les sociétés arabes étaient totalement figées entre le fanatisme musulman et les dictateurs. Qu'il n'y avait plus de société. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu de notre bêtise, c'est que les sociétés existaient. C'est la même chose en Iran et c'est la même chose dans toutes les sociétés. Et pourquoi moi, c'est ce qui me rend optimiste. C'est qu'une société, les choses ne sont jamais figées. Et je suis sûr qu'actuellement se maturent des solutions, qui ne seront pas celles que nous avons connues, mais des solutions. Et donc, non, je suis un optimiste, je suis optimiste. Vous dites que pour l'essentiel, les gouvernements de droite et de gauche mènent à la même politique, essentiellement axée sur l'économie. Vous pensez que la gauche a d'autres valeurs à défendre néanmoins? Qu'est-ce qui pourrait faire sa différence? Sa différence, c'est pour ça que je suis de gauche, sans être dans aucun parti. Je n'ai jamais pu adhérer à un parti. C'est de croire au progrès humain, au progrès de l'humanité. Et que c'est cette notion alors la notion de progrès est tout à fait remise en cause. Je pense au niveau économique, on peut remettre en cause la notion de progrès, mais au niveau humain, non. Je pense que la société progresse d'ailleurs sur le plan humain, sur un certain nombre de points. On parlait tout à l'heure de l'égalité des hommes-femmes, mais il y a des tas de sujets qu'on ne pouvait pas aborder jadis et qu'on aborde aujourd'hui. Non, la gauche, pour moi, oui, il y a une différence entre la gauche et la droite, peu sur le plan économique, hélas, mais sur le plan des valeurs, sur le plan du vivre ensemble. Oui, Sinon, on ne peut pas progresser au niveau économique. Est-ce que la progression au niveau humain suffira ? Je crois qu'il faut que l'économie... il faut imposer à l'économie de se remettre au service de la société. Ce n'est pas depuis toujours, c'est surtout depuis les années 80, 70, 80, 90, que les sociétés ont été mises totalement au service de l'économie. C'est absurde. L'économie, ça ne sert à rien d'autre qu'à favoriser le développement humain et le progrès humain et une meilleure vie pour tout le monde. Là, actuellement, c'est quand même frappant comment l'économie va contre les sociétés, puisque les sociétés sont de plus en plus inégalitaires, il y a de plus en plus de problèmes, c'est quand même un monde. Et donc, je pense que au nom du progrès humain, il faut remettre au pas l'économie, oui. Donc, réguler tous les systèmes qui se sont échappés, qui ont échappé à toute contrainte et à tout contrôle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est important de défendre l'exception culturelle française, et contrairement à ce que dit Manuel Barroso, que ça doit échapper aux lois du marché ? Ah oui, cette histoire m'a révolté, moi, que Barroso nous traite de marxistes ou je ne sais plus trop quoi, de ringards, ou je ne sais pas, parce que la France défendait l'exception culturelle. Et donc là, j'ai rappelé en effet qu'il cherchait une place, et donc il avait besoin des Américains pour trouver une meilleure place cette année, en 2014, parce qu'il va quitter l'Europe. Mais l'exception culturelle, le monde, la richesse du monde, c'est les différences. Il faut qu'on cultive nos différences. Et notamment par la langue, par les cultures. Et la France a un rôle à jouer parce qu'elle est consciente de la valeur de sa culture, donc elle a mis en place des systèmes de défense, et moi je suis pour, bien sûr. Vous n'aimez pas trop la reine d'Angleterre, mais vous êtes quand même content du nouveau pape. Alors le nouveau pape, j'ai commencé à m'en méfier. Parce que... je me suis amusé ce jour-là, le jour de l'élection du pape. Mais c'est vrai que ce qu'il montre aujourd'hui est intéressant. Je pense qu'il peut faire bouger les choses.
Mais je ne compare pas du tout la reine d'Angleterre et le pape. Non, ce n'est pas une comparaison, mais c'est plutôt le royalisme contre l'évolution sociale. Non, ce qui m'amuse beaucoup, c'est pourquoi les Français s'intéressent à ce point à la royauté. Franchement. Comme s'ils étaient frustrés je ne sais pas, c'est très étonnant. Et de toute façon, on a un monarque, à chaque fois, il transforme le président en monarque. C'est très curieux. Ça, c'est psychanalysé, ça. Mais bon. Le pape, c'est autre chose. Parce que je pense que l'Église peut être une force de nuisance ou, au contraire, une force de proposition intéressante. Mais pour l'instant, c'est plutôt... Pour finir, quel est votre avis sur les bonnets rouges ? Je crois l'avoir donné. Je pense qu'il y a une manipulation. Je pense qu'il y a une vraie manipulation, et c'est pour ça que nous avons donné la parole nous avons passé les bonnes feuilles d'un pamphlet qui est sorti contre ce mouvement. On ne peut pas se révolter avec les gens qui vous conduisent dans le mur. Les entreprises quand on voit un mouvement qui est piloté par les gens qui, depuis 10 ans, n'ont rien fait pour protéger la Bretagne de ces choses-là, et que les ouvriers ou les gens en désarroi suivent ces gens-là, c'est une catastrophe. C'est comme d'autres fois, les paysans suivaient les seigneurs. C'est pas possible. Vous êtes plutôt de l'avis de Mélenchon qui est mécontent face aux manifestants à Quimper qui manifestent, Mélenchon, c'est pas trop ma tasse de thé. Je trouve qu'il est trop populiste. Non, je suis pour les Bretons qui sont révoltés contre ce mouvement des bonnets rouges. Et c'est nombreux. Merci beaucoup, Michel Rouget. De rien, merci. À vous.